Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode consacré à Manime et on va voir comment animer nos figures géométriques. Sachant qu'il y a beaucoup d'animations à passer en revue avec énormément de subtilité, on va commencer dès maintenant sans s'étendre sur l'introduction et on va commencer par les animations de transformation. Ces animations permettent de transformer un Manime Object en un autre Manime Object. Alors, les Manime Objects, ce sont tout simplement tous les objets qui sont utilisés dans Manime, donc ça peut être un cercle, ça peut être un carré, ça peut être un axe pour un graphique, donc ce sont tous les objets utilisés par Manime, et là par exemple, dans le tout premier énoncé qu'on va voir, on va transformer un cercle en carré. Pour ça, on va utiliser la méthode transform, donc ici j'ai ma scène qui s'appelle First Animation. Pour pouvoir la lancer sur Jupyter comme d'habitude, j'utilise la Magic Cell, parenthèse, parenthèse, Manime et le nom de ma scène, donc ici First Animation. Et enfin, dans la méthode construct, on construit notre scène. Donc ici, j'ai créé deux figures géométriques, le cercle, qui sera avec un contour rouge et de couleur bleue, et un carré qui sera avec un contour rouge et de couleur jaune. L'idée, c'est de transformer notre cercle en carré, et pour ça, on va faire appel à la méthode transform ici, qui va prendre en premier paramètre notre cercle, en second paramètre notre carré, et on fait appel à la méthode play de notre scène pour pouvoir jouer cette animation de transformation. Ici, petite subtilité, la variable cercle qui pointe vers un mObject de type cercle va devenir un carré. Donc regardez, je lance l'animation, là il me dit que la Magic Cell n'a pas été trouvée, donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais importer Jupyter Manime pour pouvoir l'utiliser dans Jupyter. Je fais CTRL-Entrée pour exécuter, il va me dire que le dossier média n'existe pas, je refais CTRL-Entrée, et là, ça va nous créer l'animation. Vous voyez, on a un cercle et il se transforme en carré. Super. Pour vous convaincre que notre cercle est bien devenu un carré, ce que je peux faire après, c'est ici faire appel à la méthode moveTo pour déplacer notre cercle. Donc je fais circle moveTo et je lui donne une position grâce à npArray. Ici, je vais l'envoyer en 2,2 et on va réattendre une seconde. Je relance l'animation, notre cercle se transforme en carré. Et ensuite, vous voyez que c'est le carré en fait qui se déplace. Donc notre variable cercle à présent pointe sur le carré. Donc attention, ça c'est la petite subtilité de la méthode transform. On va voir qu'il y a d'autres méthodes transform avec d'autres comportements. Deuxième exemple, on va voir comment effectuer plusieurs transformations d'affilée. Donc ici, dans cet exemple, on veut créer un point, transformer le point en flèche, transformer la flèche en triangle, le triangle en polygone et le polygone en carré. Donc ici, j'ai toujours ma scène avec son nom, la Magic Cell pour lancer la scène et la méthode construct. Donc ici, je crée mes figures géométriques. Donc je crée un point, je crée une flèche qui est contenue dans la variable arrow, je crée un triangle, je crée un polygone, donc qui sera constitué de 4 points, je crée un carré, et à partir de maintenant, je crée les animations. Donc en tout premier, je fais apparaître mon point. Ensuite, mon point, je le transforme en flèche. Pour ça, je fais appel à la méthode transform que l'on a vue précédemment. Mais rappelez-vous, cette fois-ci, ma variable dot, elle va pointer sur la flèche. Donc, pour que cette fois ma flèche se transforme en triangle, il ne faudra pas faire appel ici à la variable arrow, mais continuer de faire appel à la variable dot pour la deuxième transformation, puisque dot est devenue une flèche. Donc là, vous voyez, je fais transform dot triangle, et ça va transformer ma flèche en triangle. Ensuite, je fais transform dot polygone, sauf que mon point, donc le dot, est devenu un triangle, donc ça va transformer le triangle en polygone. Et enfin, pour terminer, je fais un transform de dot vers square, donc ça va transformer mon polygone en un carré. Regardons cela. L'animation charge. Alors comme il y a plusieurs animations, ça prend un petit peu de temps, d'autant plus que j'ai pas baissé la résolution. Mais c'est pas très grave. Hop. Donc le point devient une flèche, devient un triangle, devient polygone, devient carré. Alors vous vous dites peut-être que se passe-t-il si nous avions justement à chaque fois réutilisé les variables? Ici, on a notre point, le point se transforme en flèche. Que se serait-il passé si nous avions ici utilisé la variable flèche pour la transformer en triangle, le triangle pour le transformer en polygone et le polygone pour le transformer en carré? Donc regardons ça. Je vais lancer l'animation. Au passage, vous pouvez remarquer que les animations qui ne changent pas,
elle ne recompile pas. Là, vous voyez que nos éléments restent à l'écran. Tous. Pourquoi? Eh bien, regardons. Notre point se transforme en flèche, ok? Donc notre point est une flèche. Mais ensuite, on transforme une flèche en triangle. Donc là, on fait apparaître une nouvelle flèche, et c'est cette flèche-là que l'on transforme en triangle. Donc ici, notre variable dot va continuer d'afficher la flèche, et une nouvelle flèche va se transformer en triangle. Donc ici, à cette étape-là, on va voir notre flèche qui apparaît, le triangle, et les deux en même temps. C'est pour ça qu'avec ce transform, il est très important de toujours utiliser la variable de départ si vous avez de multiples transformations à faire. Ici, c'est le dot, donc le point qui deviendra une flèche, puis un triangle, puis un polygone. Donc on utilise toujours la variable qui contient le point. Voilà, donc ça c'est très important. On va voir d'autres méthodes transform qui ne se comportent pas de la même façon. Et pour ça, on va regarder dans le troisième exemple, replacement transform. Alors, contrairement à transform, avec replacement transform, l'objet initial se transforme véritablement en l'objet cible. Donc là, j'ai toutes les mêmes figures que précédemment, c'est exactement le même code. Donc j'ai recréé un point, j'ai recréé une flèche, un triangle, un polygone et un carré. Et là, par contre, on crée nos animations et regardez bien. Je fais appel à la méthode replacement transform. Ici, mon point, je le transforme en flèche. Mais là, maintenant, je peux réutiliser ma flèche parce qu'en fait, mon point est devenu cette flèche-là. Mon point est devenu cette flèche-là, cette flèche contenue dans la variable arrow. Donc maintenant, je peux modifier ma variable arrow puisque c'est cette flèche-là, en fait, qui est maintenant celle qui est affichée à l'écran. Donc je la transforme en triangle. Là, ici, mon triangle, je le transforme en polygone. Là, le polygone, je transforme en carré. Et le carré, je refais appel ici à dot. Vous allez voir. Donc, faites bien attention. Ici, on est sur la méthode replacement transform. Je lance le code. Donc là, ça va créer l'animation. Enfin, les animations, puisqu'il y en a plusieurs. Donc, c'est exactement le même code que précédemment, sauf qu'ici, au lieu de réutiliser plusieurs fois dot, à chaque fois, on réutilise l'élément final de l'appel à replacement transform précédent. Donc notre animation va bientôt se lancer. Là vous voyez on a le point qui se transforme en flèche, qui se transforme en triangle, qui se transforme en polygone, qui se transforme en carré et qui redevient une flèche. Alors là ça pourrait vous paraître un petit peu curieux. Pourquoi ça redevient une flèche alors qu'on a demandé de terminer sur le point? Eh bien c'est très simple, notre point est devenue une flèche, mais est devenue la flèche qui est contenue dans la variable arrow. Donc notre variable dot pointe vers l'objet flèche sur lequel pointait également notre variable arrow. Donc maintenant, quand on demande au carré de redevenir un point, eh bien notre point pointe vers un objet flèche, et donc notre carré ici, à la fin de l'animation, redevient une flèche. Donc il y a deux grosses différences entre transform et replacement transform. À chaque fois, transform ici, c'est le premier élément qui est modifié, et donc si vous voulez, et qui reste affiché à l'écran, donc si vous voulez faire des transformations multiples, il faut constamment modifier cet élément. Ici, notre élément devient l'élément à la fin, qui est dans le deuxième argument. Donc notre point ici, notre variable qui pointe vers le point, va pointer vers la flèche, et donc pour pouvoir continuer nos transformations, comme c'est cette flèche-là qui est affichée à l'écran, eh bien il va falloir réutiliser cette flèche-là pour la modifier et la transformer en triangle, et puis réutiliser ce triangle pour le modifier et le transformer en polygone, et ainsi de suite. Donc, si jamais vous ne comprenez pas bien la différence, parce qu'il y a vraiment une petite subtilité entre ces deux méthodes de transformation, je vous invite à récupérer les cellules Jupyter ici que je mettrai à votre disposition sur mon GitHub et à essayer par vous-même à vous entraîner à procéder à des modifications pour voir comment cela fonctionne véritablement. À présent, nous pouvons voir la méthode transform from copy. C'est une animation qui est différente de replacement transform puisqu'ici l'objet initial va rester tel qu'il était. Pour cet exemple ici, j'ai gardé les mêmes figures géométriques que dans les exemples précédents, donc ce code-là n'a pas changé. En revanche, la partie sur les animations a changé. Vous voyez ici que je fais maintenant appel à la méthode transform from copy. Ce qui va se passer, c'est que notre point là, ici, qui est pointé par la variable dot, notre point va créer une copie de lui-même, et c'est cette copie qui va subir la transformation et se transformer en flèche. Ce sera la même chose ici pour notre flèche qui va être
copié et sa copie va se transformer en triangle. Ça sera la même chose pour notre triangle qui va être copié et sa copie sera transformée en polygone et ainsi de suite. Donc, ce qu'il va s'afficher à l'écran, c'est une copie de l'objet initial. Donc, cette fois-ci, pour pouvoir reproduire, vous allez voir que c'est pas tout à fait pareil, mais pour pouvoir se rapprocher des transformations précédentes, on va devoir retirer manuellement notre variable. Ici, une fois que la copie de notre point s'est transformée en flèche, on doit retirer le point nous-mêmes. Puisqu'en effet, ce qui est affiché à l'écran, c'est la copie et non le point initial qui aurait été transformé, par exemple, comme dans la méthode transform. Donc, on va pouvoir lancer l'animation et ici, vous voyez que le point devient une flèche. Ensuite, il y a un petit laps de temps où le point et la flèche cohabitent en même temps. Et là, on fait appel à la méthode remove et hop, le point disparaît. Et donc là, vous voyez à chaque fois, hein, ce sont les copies seulement qui subissent les transformations. Petite chose à noter, ici, on arrive bel et bien à finir sur le point. Rappelez-vous, dans Replacement Transform, notre dot, ici, tout à la fin, eh bien, c'était une flèche. Là, ça n'est pas le cas parce que c'est la copie de notre point initial qui a subi la transformation et non notre point. Donc notre point, notre variable dot, pointe toujours sur un point. Donc nos variables restent telles qu'elles étaient. Ça peut être très intéressant. Alors ici, l'exemple n'est pas très intéressant parce que généralement, transform from copy est utilisé avec un mouvement. Imaginez que vous ayez une équation ici sur la gauche de l'écran et que cette équation, vous la déplaciez et qu'en même temps, de l'autre côté d'une égalité, vous la transformiez en un résultat. Par exemple, imaginez une forme factorielle que l'on fait développer. Eh bien, vous pouvez ici faire transform from copy de votre factoriel et la transformer en développement et en la déplaçant de l'autre côté de l'égalité. Là, ça vous donne un effet qui est super chouette. On aura l'occasion de le voir dans le futur. Là, pour cet exemple, le transform from copy n'est pas très intéressant, mais ici, c'est dans le cadre d'un cours, c'est pour vous présenter comment cela fonctionne. Et on verra des exemples de bonne utilisation, de bonnes pratiques et surtout pour créer des animations assez jolies avec plus tard. La méthode Clockwise Transform va nous permettre d'effectuer une transformation d'un objet en un autre, mais il va y avoir également une rotation dans le sens horaire. Donc ici, j'ai créé un carré vert, j'ai créé un cercle rouge, et on va transformer le carré vert en cercle rouge. Ici, je fais appel à la méthode Clockwise Transform, et vous voyez qu'en premier paramètre, j'ai mon carré, en second paramètre, j'ai mon cercle, et on va pouvoir générer l'animation. Vous voyez que mon carré effectue une rotation dans le sens horaire et pendant cette rotation, il se transforme en cercle. L'équivalent, c'est counterclockwise, donc là c'est dans le sens anti-horaire. Counterclockwise transform va transformer l'objet qui est passé en premier paramètre en l'objet qui est en second paramètre, tout en faisant une rotation dans le sens anti-horaire ou dans le sens trigonométrique si vous préférez. Donc là j'ai les mêmes figures géométriques que précédemment, un carré vert, un cercle rouge. Là, je joue l'animation. L'animation, vous voyez, elle est par contre pas très belle, donc je ne sais pas, parce que sachant qu'il y a pas mal de mises à jour de Manim et qu'il y a une mise à jour de Manim aujourd'hui, je ne sais pas si l'animation a changé. En tout cas, on ne voit pas très bien le sens anti-horaire, mais voici ce que donne le résultat de cette animation lorsqu'elle est jouée. Donc le carré se transforme en cercle. Hop. Je vais stopper cette animation. Et on va pouvoir passer aux animations de fading in et de fading on. Donc c'est tout simplement les fondus, faire un fondu entrant ou un fondu sortant. Ici, j'ai ma classe fade in animation qui hérite de scène. Je vais exécuter cette scène grâce ici à cette ligne %% manim fade in animation. Dans la méthode construct, on construit notre scène. Donc ici, je vais avoir un cercle jaune. Et je vais jouer l'animation Fade In Circle. Donc je lance cette animation et vous allez voir que notre cercle, il va tout simplement apparaître grâce à un fondu entrant. Vous voyez? Si vous ne voyez pas bien la différence, je pourrais par exemple ici essayer de mettre la méthode Create et vous allez voir que ça ne va pas générer le cercle de la même façon. Vous voyez ici le cercle est dessiné par une rotation, on va dire. Alors que dans le fondu, en fait, l'entièreté du cercle apparaît d'un coup. Donc, je vais remettre Fade In ici. Et là, vous voyez que le cercle apparaît petit à petit. Ici, hein, je ne l'utilise pas souvent, mais dans la méthode Play de vos scènes, vous pouvez indiquer un runtime, donc c'est le temps d'exécution de l'animation. Ici, je vais mettre runtime égale 3, c'est-à-dire que l'animation va prendre 3 secondes. Donc ici, je réexécute, il me régénère l'animation. Et cette fois-ci, ça va prendre 3 secondes pour afficher notre cercle. Vous voyez, c'est beaucoup plus lent.
Maintenant, intéressons-nous à fade in from. Donc c'est toujours un fondu, mais cette fois-ci, notre objet mathématique, notre figure géométrique, va apparaître depuis une direction. Vous voyez ici que j'ai l'animation fade in from. Je donne en premier paramètre mon cercle, et ici j'indique up. Cela veut dire que mon cercle va arriver d'en haut, et tout en descendant, il va faire un fondu entrant. Vous voyez? Hop, comme ceci. Alors je vous rappelle les mots-clés, hein. Vous pouvez utiliser le mot-clé down, le mot-clé left, le mot-clé right et le mot-clé up. Vous pouvez également utiliser un point. Donc ici, vous créez un NP array et dire par exemple que votre cercle vient de -2, -2, 0. Ici, si je réexécute l'animation, mon cercle va partir d'en bas à gauche pour arriver vers le centre. Passons à la méthode fade in from large. Cette fois-ci, votre figure géométrique va être échelonnée, c'est-à-dire qu'elle va être d'une taille différente à sa taille finale, et elle va passer de cette taille différente à sa taille finale. Alors ici, vous voyez que nous avons notre méthode fade in from large, on passe notre cercle, donc ici c'est la variable circle qui est liée à un cercle de radius 1,5, et le scale factor est de 3, c'est-à-dire que notre cercle sera 3 fois plus grand, et il va se réduire jusqu'à atteindre sa taille normale tout en faisant un fondu d'apparition. Donc j'exécute l'animation et vous voyez que le cercle est très très grand et il se réduit pour apparaître. Alors, on peut également mettre un facteur plus petit. Ici, si je mets 0,5 et que je relance, j'espère que ça sera assez visible, 0,5, vous voyez que notre cercle est plus petit et il grandit pour atteindre son facteur de 1. Maintenant, fade in from point, alors ça, c'est un petit peu comme fade in from, sauf que cette fois-ci, vous ne pouvez passer en paramètre qu'un point. Ici, on va donner en paramètre le point -2 de 0, donc x égale -2, y égale 2 et z égale 0, tout ça dans un NP array. On fait appel à la méthode fade in from point, et maintenant, si je fais CTRL-Entrée, normalement on connaît déjà ce comportement puisqu'on l'a vu avec fade in from, mais vous voyez que notre point démarre de -2 et il arrive directement jusqu'au centre. Vous voyez qu'il y a également un échelonnage, c'est-à-dire que notre cercle est plus petit et il grandit jusqu'à arriver au centre, alors que tout à l'heure, il avait déjà sa taille normale et il descendait pour aller vers le centre. Si on retourne sur fade in from, comme ici, voilà, on voit, alors je vais mettre la même chose, fade in -2, je relance l'animation, et là vous voyez qu'il est déjà complet, mais qui descend vers le centre. Donc c'est deux animations légèrement différentes. À vous de voir celle que vous préférez. Il y en a une où le cercle est échelonné pendant qu'il fait une translation et qu'il apparaît, l'autre où tout simplement il est déjà à sa taille initiale. Et ensuite on a fade out. Alors fade out, là c'est un fondu sortant, c'est-à-dire que le cercle va disparaître. Pour ça, je réutilise un cercle avec un rayon de 1,5 de couleur jaune. Je l'ajoute à ma scène. Je vais attendre une demi-seconde et ensuite je vais le faire disparaître avec l'animation fade out et on va attendre 0,5 secondes. J'appuie sur CTRL-Entrée pour lancer l'animation. Celle-ci se génère. On va donc avoir le cercle déjà présent sur l'écran et qui disparaît. Voilà, donc ça peut être très sympa, couplé avec fade in pour faire arriver un objet géométrique sur la scène ou un texte. Ces animations marchent également avec un texte, avec un graphique, avec tous les objets manimes, donc les M-objects, même les vecteurs ou les matrices. Donc vous pouvez faire apparaître ces objets et les faire disparaître. Intéressons-nous à la méthode fade out and shift. Cette fois-ci, notre figure va effectuer un fondu sortant et elle va se déplacer en même temps. Pour ça, dans les paramètres de notre méthode fade out and shift, on va donner une direction. Ici, je lui dis direction est égale à UR, donc upright. Cela signifie que quand notre cercle va disparaître, il va en même temps se déplacer en haut à droite. Donc j'exécute l'animation pour que Manim ici génère l'animation. Vous voyez, notre cercle est au centre et il se décale vers le haut droite pour disparaître. Alors on peut essayer ici de donner une direction, par exemple up, voir s'il prend aussi les directions cardinales. Donc là, vous voyez, il va vers le haut. Vous pouvez faire des multiplications avec ces directions. Par exemple, 2 fois left
plus up. Donc là, finalement, c'est comme s'il se déplace en -2, 1. Donc, on peut tester. Hein. Ici, je fais une exécution de l'animation et vous voyez, il part en haut à gauche. Donc là, c'est pareil, hein, c'est à vous de voir comment vous voulez cette animation. Vous pouvez même faire sortir le cercle de l'écran en mettant de grands nombres ici. C'est vraiment à vous de voir. Et fade out to point, c'est pour faire disparaître notre cercle jusqu'à un point. Donc ici, vous voyez, je lui mets le point -2, 2, et notre cercle va glisser vers ce point tout en disparaissant. Donc je vais exécuter cette animation. Et vous voyez, notre cercle glisse vers ce point. Je pourrais ici, juste pour l'exemple, donner un autre point. Par exemple, disparaître en -3, -3. Ça va faire disparaître notre cercle vers le bas à gauche. Là, vous voyez, hop, notre cercle part en bas à gauche. Donc, on en a fini avec les animations de fondu. On va pouvoir passer aux animations de grossissement, donc les growing animation. Sur le Jupyter Notebook, je vous ai mis un lien de la documentation qui vous mène vers les animations growing. De toute façon, à chaque section, vous avez un lien vers la documentation et vous retrouverez également ce lien dans la description. Alors, on va passer en revue toutes les animations de grossissement. Il y en a plusieurs et la première, c'est Grow Arrow qui va nous permettre de faire grandir une flèche. Ici, on va indiquer un point de départ. Donc, j'ai créé une variable start avec le nom en majuscule dont le point de départ est x égale 0, y égale 0 et z égale 0. Et le point d'arrivée, donc end, est égal à 0, 3, 0. Donc x égale 0, y égale 3 et z est égal à 0. Donc ici, ma flèche va avoir sa base en 0, 0, 0 et va pointer vers 0, 3, 0. Ensuite, on va jouer notre animation Grow Arrow et on va attendre une seconde. Donc regardons ce que cela donne. Ce que vous pouvez constater, c'est que notre flèche, elle commence toute petite et hop, elle grandit pour aller à sa position finale. Donc on aurait pu changer. Ici, j'aurais pu mettre par exemple -2, 0, 0 qui va jusqu'en 0, 3, 0. Et le temps d'animation ici, admettons qu'il soit de 3 secondes. Pour ça, on met le paramètre runtime à 3. Alors run underscore time, hein, je précise bien, qui sera égal à 3. Et je relance l'animation et vous allez voir, notre flèche va lentement grandir pour atteindre sa taille finale. Vous voyez, hop. Donc ça peut donner des animations très très intéressantes quand vous voulez pointer un objet d'intérêt dans votre animation, que ce soit une partie d'une équation, ou que ce soit un objet géométrique particulier, ou toute autre chose que vous ayez besoin de montrer. Ça peut être très intéressant de faire apparaître cette flèche avec cette animation Grow Arrow. Hop. On peut à présent regarder Grow from Center. Cette fois-ci, notre figure géométrique va grandir à partir du centre. Pour vous montrer cet effet, j'ai créé un rectangle. Vous voyez qu'il a une largeur de 2. Donc ici, le paramètre width est égal à 2. Et une hauteur de 3. Vous voyez que le paramètre height est égal à 3. Sa couleur sera jaune et il aura une opacité de 60%. Donc je joue l'animation Grow from Center Rectangle et ensuite j'attends une seconde. Donc regardons ce que cela donne. Vous voyez que notre rectangle commence petit et il grossit, il grandit au fur et à mesure. Donc ça marche avec toutes les figures géométriques. Si nous avions eu ici, alors juste pour ne pas avoir changé trop de paramètres, une ellipse et que là, je mets un runtime de 4 secondes, vous allez voir que mon ellipse va grandir, grandir, grandir pendant 4 secondes. Donc ça aussi, ça peut être une animation très intéressante. Regardez aussi ce qui se passe si jamais vous avez déplacé votre figure. Ici, si je fais rectangle.move to et que je le déplace, admettons, en 2, 2, 0, regardons ce qui se passe quand on utilise Grow from Center. Donc là, normalement, mon rectangle est censé être en 2, 2. Regardez bien. Vous voyez ici qu'il grandit à partir de 2, 2. En fait, Grow from Center, c'est pas le centre de l'écran, c'est le centre de la figure géométrique. Poursuivons avec l'animation Grow from Age, donc toujours la même chose. Ici, j'ai un carré qui va être jaune avec une opacité de 60% et je fais appel à la méthode Grow from Age, mais cette fois-ci, j'envoie le paramètre left. Donc,
On a en premier paramètre notre carré, en second paramètre une direction, ici j'ai mis left. Alors regardons. Et vous voyez que notre carré grandit depuis la gauche. Alors testons ici de mettre up, par exemple, je réexécute mon animation. Et là vous voyez que mon carré grossit depuis le côté en haut. On peut essayer, pour voir si ça fonctionne, de mettre UR, voir s'il va grandir depuis le coin haut droit, donc depuis l'angle haut droit, et oui, ça fonctionne. Donc voilà, ce sont des animations de grossissement très intéressantes, vous pouvez choisir celle que vous préférez, bien entendu. Vous avez plein de paramètres à mettre pour les configurer comme vous voulez. Là, évidemment, on aurait pu aussi déplacer le carré comme nous avons déplacé l'ellipse précédemment, donc en faisant appel à la méthode moveTo. Et ici, en le mettant, je sais pas moi, en -1, -1, 0. Ici, on voudrait le faire grandir depuis le bas gauche, donc down left, donc DL. Et là, vous voyez qu'en changeant cette animation, enfin en changeant juste légèrement ce code, ça va générer une autre animation. Notre carré va venir se positionner en -1, -1, et il va grandir depuis l'angle en bas à gauche. La méthode grow from point, donc ça, très simple, ça va permettre de grossir votre figure géométrique à partir d'un point. Ici, je fais appel à la méthode grow from point, je donne mon triangle qui sera un triangle jaune avec une opacité de 60%, et il va grossir depuis le point -2 de 0. Donc regardons ça. Vous voyez, il part de -2, 2, 0, et il vient à sa position. Alors là, ça peut être très intéressant. Regardez ici, si je mets mon triangle en 2, -2, donc ici move to np array, et là je le mets en 2, -2, 0, et bien là il va traverser l'écran pour partir du haut gauche vers le bas droite. L'animation se génère, et là vous voyez, il traverse l'écran, et tout en traversant l'écran, il grossit. Bien entendu, comme d'habitude, on peut ralentir cette animation en utilisant le paramètre runtime avec la méthode play de nos scènes. Ensuite, spinning from nothing, donc là, vous donnez tout simplement une figure géométrique. Dans cet exemple, j'ai choisi un triangle jaune, encore une fois, avec une opacité de 60%. Donc regardons ce que fait cette animation. Spinning from nothing, normalement, devrait faire pivoter notre figure jusqu'à sa taille normale. Donc vous voyez ici que notre triangle grossit, et pendant qu'il grossit, il pivote. Donc c'est une animation qui peut également être très intéressante. Donc à se souvenir, et bien entendu, si vous ne vous souvenez pas d'une animation, vous pouvez toujours retourner dans la documentation de Manim pour voir toutes les animations qui sont possibles. Elles seront dans la section animation.growing. On en a fini justement avec les animations de grossissement, donc growing, et on va passer aux animations de création. Ici, on va voir en premier create et uncreate. Pour ça, je vais utiliser un triangle jaune encore une fois. On va jouer en premier l'animation create, donc qui va créer notre triangle, et on va jouer l'animation de sortie uncreate qui va détruire notre triangle. Pardon. Donc j'exécute. Là, l'animation elle est en train de se créer. Ici, ça crée le uncreate. Maintenant, c'est terminé, donc ça va s'afficher dans la vidéo, et vous voyez, notre triangle est créé, puis il est détruit. Il est créé, il est détruit. Donc vous pouvez mettre des runtimes différents. Bien entendu, entre le moment où il est créé et le moment où il est détruit, vous pouvez déplacer votre triangle. Ici, ça crée le triangle. On pourrait faire ensuite triangle.to corner UR, et ensuite un petit self.weight 0,5. Hop. Et là, ça va créer notre triangle. Ça va le déplacer dans le coin haut droite et ça va le détruire. Donc là, ça va jouer l'animation, triangle, hop, haut droite, et ça le détruit. Donc avec toutes ces combinaisons, on peut faire quand même pas mal de choses, pas mal d'animations, et quand même des trucs assez sympas. Là pour le moment, on peut peut-être avoir du mal à visualiser parce que je vous montre toutes les animations un petit peu dans le désordre et puis sans aucun sens, et juste avec des figures géométriques pour montrer comment cela fonctionne. Mais bien entendu, juste avec tout ça, en les combinant ensemble, vous pouvez faire quelque chose de véritablement super. L'animation Draw Border Then Fill va créer nos figures tout d'abord en créant leur contour, et ensuite elle va les remplir d'une couleur, la couleur que vous avez choisie. Donc pour l'exemple ici, on va avoir 4 figures, un triangle, un carré, un cercle et un anneau. Le triangle sera en haut, le carré sera à droite, le cercle en bas et l'anneau à gauche. Ici, je vais mettre toutes ces figures dans une liste Python, et dans une boucle, je vais jouer l'animation Draw Border Then Fill
pour chaque figure, les unes après les autres, et à chaque fois on va attendre 0,5 secondes entre chaque création. Donc ici l'animation elle est déjà compilée, hop, on va voir ce que ça donne. On a d'abord le triangle qui se dessine, donc le contour du triangle puis il se remplit, le contour du carré puis il se remplit, le contour du cercle puis il se remplit, et enfin le contour de l'anneau puis il se remplit. Donc cette animation moi je la trouve particulièrement jolie. Je l'utilise plutôt régulièrement, je vous invite aussi à l'utiliser, elle est très très sympathique. Et maintenant qu'on a vu toutes ces animations qui nous ont permis justement de créer des objets, on va voir comment leur faire une rotation. Donc ici on peut utiliser la méthode rotate, c'est très simple, la méthode rotate elle prend deux arguments, vous pouvez donner en argument ici rotate square, et là vous pouvez donner ce que vous voulez lui faire comme rotation. Donc là, j'ai mis 2 fois mat.pi. En effet, au tout début, j'ai importé le module mat et j'utilise l'attribut pi. Donc c'est la valeur du chiffre pi et je demande à ma méthode de faire une rotation à mon carré de 2pi et je lui demande d'exécuter ça en 2 secondes. Donc là, je vais exécuter l'animation. Donc ça va la créer et vous allez voir que mon carré ici va faire une rotation de 2pi en 2 secondes. Autrement dit, il va faire un tour complet. On peut choisir de lui faire par exemple 6pi. Donc là, je relance l'animation. Et vous allez voir que le carré va faire 3 tours complets. Voilà. On a l'animation rotating. Cette fois-ci, on va avoir une rotation de notre élément. Sauf que cet élément ne sera pas déformé lors de la rotation. Vous voyez, il garde bien ses formes, les coins restent perpendiculaires, etc. Alors que regardez ici, lors de la rotation, il est tout compressé, vous voyez. Alors cela, ça va très très vite. Donc on a du mal à voir, mais ça on le voit bien. Là déjà on le voit bien sur l'arrêt sur image. Les côtés ne sont plus droits. Mais juste quand il y a 2pi ici, on le voit bien. Vous voyez ici que quand il tourne, il s'arrondit un petit peu, ça se courbe un petit peu. Enfin bref, ça on ne l'a pas avec cette animation rotating. On peut à présent s'intéresser aux animations de déplacement et la première que l'on va voir c'est Move to Target. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les objets Manim, ils possèdent un attribut Target. Pour pouvoir l'obtenir, il faut faire appel à la méthode GenerateTarget. Ce que je fais dans ce code, c'est que je crée un cercle jaune ici, je génère ma cible, target en anglais c'est cible, et ensuite je positionne ma target. Donc là, je la mets en haut de l'écran. Je fais appel à la méthode toEdge à partir de ma target qui est dans mon cercle, et je lui dis d'aller en haut. Maintenant, je peux jouer mon animation Move to Target. Donc en tout premier là, je crée mon cercle, et ensuite je fais Move to Target Circle. Et ce que va faire mon cercle, c'est qu'il va partir de l'endroit où il est pour aller vers sa target, et sa target ici, elle est en haut. Donc l'animation, elle est déjà créée, je vais vous la lancer. Donc ici, ça crée le cercle, et ensuite il part vers sa target qui est en haut. On peut également mettre ici to corner, et là par exemple mettre UR. Là, je régénère l'animation, et ce que va faire mon cercle, c'est qu'il va apparaître au centre de l'écran, et il va partir ensuite en haut à droite. Il est également possible d'utiliser toutes les méthodes en fait des objets Manim, donc d'utiliser la méthode MoveTo. Ici, je peux dire à ma target de se positionner en -2, 2. J'aime bien cette position. Et là, il me dit... que me dit-il? Move to NPRA. Ah oui, je n'ai pas mis les parenthèses ici. Et là, il est content, il me génère l'animation. Et vous allez voir que mon cercle va se créer au milieu de l'écran. Et il va partir en -2, 2. Donc il va partir ici comme ça, hop, sur le haut vers la gauche. Ok. Un autre exemple ici, j'ai créé 4 figures. Donc j'ai créé un cercle qui va se positionner en haut à droite. J'ai créé un carré qui va se positionner en haut à gauche. J'ai créé un triangle qui va se positionner en bas à gauche. Et j'ai créé un anneau qui va se positionner en bas à droite. Ensuite, j'ai généré toutes mes targets. Donc cercle.generateTarget, square.generateTarget, triangle.generateTarget, ring.generateTarget. Et ensuite, j'ai choisi de positionner les targets dans les autres coins. Donc vous voyez que mon cercle au départ était en haut à droite, et là sa target va être en haut à gauche. Mon carré était en haut à gauche, sa target sera en bas à gauche. Mon triangle, il était en bas à gauche et sa target sera en bas à droite. Et l'anneau était en bas à droite, sa target est en haut à droite. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va déplacer tous les éléments. Ensuite, je joue une animation fade in. Donc tous mes éléments vont apparaître avec un fondu à l'écran. Et ensuite, on va tous les déplacer grâce à la méthode Move to Target.
Donc là, l'animation, elle est déjà créée. Je vais la lancer. Vous allez voir. Donc on a notre cercle en haut à droite, le carré en haut à gauche, le triangle en bas à gauche et l'anneau en bas à droite. Et là, vous voyez, hop, tous les éléments se déplacent. Donc Move to Target, c'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose de très puissant. Et je vous invite à l'utiliser aussi souvent que possible. Quand vous avez besoin de faire des animations, vous devez déplacer soit vos figures géométriques, soit vos textes, soit vos équations, soit l'objet manime que vous utilisez à l'écran. Je vais couper cette animation et on va pouvoir étudier Move Along Path. Donc comme le nom de cette méthode indique, Move Along Path permet de déplacer un manime object le long d'un chemin. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un point et ce point, je vais le placer en -2, 0, 0. Je vais créer une ligne et cette ligne va tout simplement être tracée entre le point -2, 0, 0 et le point 2, 0, 0. Je crée une animation qui me crée la ligne, je crée une animation qui me crée le point, et ensuite j'utilise Move Along Path qui prend en premier paramètre le point, en deuxième paramètre la ligne. Cela signifie que mon point va se balader le long de la ligne. Alors regardons ça, je vais exécuter l'animation. Là, l'animation, elle se génère. Et vous voyez, on a la ligne qui se dessine, le point, et maintenant le point se déplace le long de la ligne. Dernier exemple de cet épisode que nous allons voir, c'est comment colorier la ligne en même temps que le point se déplace sur celle-ci. Alors regardons, c'est ce dernier code-ci, donc on crée notre point, jusque-là tout va bien, on déplace notre point jusqu'en -2, 0, c'est comme avant, on crée la même ligne, et là par contre on crée là une variable line2 qui est égale à VMObject. Alors ça ce seront des objets que nous verrons plus tard, mais VMObject ce sont des objets vectoriels, donc V pour vecteur, et là on crée tout simplement un objet VMObject. Ensuite, je crée mon animation de création de ligne, je crée mon animation de création de points, j'ajoute ici mon VMObject, et là on a une ligne un petit peu particulière, c'est que line2, on va lui ajouter un updater, c'est quelque chose qui va mettre à jour la figure au fur et à mesure, et on lui passe une fonction lambda. Donc lambda, en fait, c'est plutôt que d'écrire une fonction comme ici avec le mot-clé def, la fonction est écrite directement à l'intérieur des parenthèses, et ici cette fonction ça va être x.become, et là on crée une ligne, donc cette ligne va commencer en -2, 0, 0, et elle va avoir comme longueur dot.getCenter. Donc ici, que se passe-t-il? En fait, l'updater, il va surveiller le point, et au fur et à mesure, il va créer une ligne qui va partir de -2, 0, 0 pour aller jusqu'au point. Mais comme notre point se déplace le long de la ligne, eh bien cette ligne va être de plus en plus grande. Et cette ligne-là, justement, on va lui donner une couleur rouge, donc on fait appel à la méthode setColorRed. Et donc au fur et à mesure, cette ligne 2 va recouvrir la ligne 1, puisqu'elle sera de longueur ici allant de -2, 0, 0 jusqu'à notre point se déplaçant le long du chemin de la première ligne. Vous voyez ici que Move Along Path, on a en premier paramètre notre point et en deuxième paramètre notre ligne. Donc ici, si vous ne comprenez pas bien, vous pouvez juste reprendre la logique de cette ligne, c'est-à-dire ajouter la méthode addUpdater et tout simplement dire que x va devenir, become c'est le verbe devenir, une ligne qui va débuter à un point. Alors vous, votre ligne n'a peut-être pas les mêmes coordonnées, donc ici en premier, vous mettez les coordonnées du point de départ de votre ligne et ensuite il va jusqu'au point. Et quand le point va se déplacer, ça va agrandir cette ligne, ça va donner l'effet que cette ligne s'agrandit, et du coup, on va avoir la sensation que notre première ligne va être coloriée au fur et à mesure du déplacement du point. Donc regardez, je vais faire CTRL-Entrée pour générer l'animation, et vous allez voir ça. Alors l'animation est en train de se charger. Pour rappel, pour que cela paraisse cohérent, ici, j'ai créé mon point, et j'ai bien sûr défini sa couleur à rouge. Donc on va relancer l'animation, vous voyez on crée la ligne, on place notre point, et là hop, au fur et à mesure que le point se déplace, notre ligne se colorie. Alors c'est pas que notre ligne se colorie, c'est que notre ligne 2 finalement recouvre la ligne 1, et cette ligne 2 grandit au fur et à mesure que le point grandit, puisque cette ligne 2 c'est un trait qui est tracé, je le répète, entre le point -2, 0, 0 ici, et notre point. Donc là on en a fini avec les animations. Alors
Il y a encore d'autres animations à voir, mais je vous les présenterai quand on aura vu les textes, puisque ce sont des animations qui sont plus pertinentes à utiliser avec les textes. Il y a également des animations qui ne sont utilisables qu'avec des textes sur Manim. Donc dans le prochain épisode, nous verrons les textes, et puis nous verrons également un petit peu comment voir nous verrons un petit peu quelles sont les animations que nous avons loupées, enfin tout du moins que nous n'avons pas présentées dans cet épisode qui est déjà assez long, assez conséquent. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode consacré à Manim.